En 1998, une jeune entreprise s'est donnée pour mission d'organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Elle estimait que le processus devait prendre 300 ans. Les sociétés prospères ont des objectifs audacieux. Le projet de Google d'organiser les informations mondiales et de les rendre disponibles en était clairement un. Nous avons démarré par le web, mais notre mission va bien au-delà. Notre vision englobe toutes les formes de communication et de pensée. Et c'est très vaste. D'abord simple moteur de recherche, Google s'est diversifié en lançant des applications comme Android, Chrome, Picasa, Wave, Google Apps, YouTube et plus récemment son smartphone. Devenue une locomotive de l'Internet, la société a désormais des équipes aux quatre coins de la planète qui œuvrent chaque jour au développement de nouvelles technologies. Au fil des ans, Google s'est transformé en aspirateur géant de données informatiques. Il analyse environ 20 pétaoctets de données par jour, soit l'équivalent de 130 milliards de photos ou 5 milliards de titres musicaux au format MP3. Il traite également plus d'1 milliard de recherches par jour, et chaque visiteur d'un site laisse une empreinte numérique. Il s'avère que les recherches sur Google représentent une véritable base de données d'intention. Elles reflètent votre état d'esprit à un moment donné en se basant sur votre recherche ou le contenu de vos emails. Un organisme qui a accès à ces informations peut vous manipuler et même vous causer du tort. Savez-vous ce que ça représente? Sergey Brin et Larry Page sont les fondateurs de Google. Les gens connectés à Google dans le monde? Bravo. Moi, j'ai mis plus de temps à comprendre. Voilà ce qui m'a aidé. C'est affiché dans nos locaux en temps réel. Et chaque rayon lumineux représente environ 20 ou 30 recherches. Leur but est de faire de Google une entité omnisciente. Cette séance est censée porter sur l'avenir. Alors je vais vous en parler brièvement. Un moteur de recherche performant doit être intelligent. Dans l'absolu, il devrait être doté d'une intelligence artificielle. Donc nous y travaillons. Comme clin d'œil, ils ont choisi HAL, l'ordinateur rebelle du film de Stanley Kubrick 2001 Odyssée de l'espace, afin d'illustrer leurs nobles intentions. En somme, nous voulons rendre le monde meilleur. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. En un peu plus de 10 ans, Google se démarque par son anticonformisme et devient un acteur incontournable de la Silicon Valley. Pourtant, l'image de géant bienfaisant qu'il s'est forgée au fil des années commence à se ternir. Lorsqu'il se met à scanner et à numériser des millions de livres, auteurs et éditeurs, loin de l'applaudir, le traînent devant les tribunaux pour non-respect des droits d'auteur. Peu après le lancement de Google Actualité, la méfiance s'installe cette fois dans la presse écrite, qui l'accuse de faire fuir ses annonceurs et d'être à l'origine de l'effondrement de ses ventes. Puis c'est au tour de YouTube d'être montré du doigt par les industries de la musique et de la télévision, menacées par ce concurrent qui compromet leurs sources de revenus. Et quand Google commence à photographier les rues, les défenseurs de la vie privée crient au scandale. Quoi qu'il entreprenne, Google sème la confusion et la zizanie dans nombre de domaines. Pour contrer toute polémique, la société se retranche derrière sa devise, inventée par l'un de ses premiers salariés, allergique au discours d'entreprise. Après avoir travaillé chez Intel, je ne voulais plus faire partie d'une grande entreprise. Je cherchais un concept un peu plus provocateur et plus intéressant, qui déconcerte un peu les gens. Et au cours d'une réunion, je cherchais une idée et j'ai trouvé la formule « Ne soyez pas malveillants ». Au départ, j'ai cru que c'était une blague, que c'était une stratégie marketing interne à la société.
Puis un jour, à une réunion que je n'oublierai jamais, nous parlions de publicité et un ingénieur prénommé Ron a frappé du poing sur la table et a dit « Ça, c'est malveillant ». Soudain, tout le monde s'est tu, comme si tout le monde voulait se cacher sous la table. Nous nous sommes alors demandé si le changement qu'on envisageait était bénéfique pour les clients. Et nous avons fini par y renoncer. Ce n'est pas une mauvaise devise, mais elle est inappropriée, car on peut difficilement se prétendre bienveillant quand on voit la portée des diverses activités des prestataires de services. Ça va bien au-delà de la simple recherche. Le moteur de recherche Google a été conçu au sein du département des sciences de l'informatique de l'université de Stanford. C'est là que Larry Page et Sergey Brin se rencontrent en 1995. Ils ont de nombreux points communs. Tous deux ont un père universitaire et une mère scientifique, sont nés en 1973 et sont passionnés d'informatique depuis leur plus jeune âge. Le recrutement en doctorat est très sélectif, mais je n'ai pas immédiatement crié au génie en les voyant. À l'époque, Hector Garcia Molina encadre Sergey Brin sur des travaux d'exploration de données. Sergey était très jeune. Il est devenu mon élève alors qu'il n'avait que 19 ans. C'est ce qui m'a frappé en le voyant. Il était très jeune et déjà brillant. Sergey Brin est né en Russie. C'est un matheux passionné de natation et de gymnastique. Larry Page est un inventeur qui veut changer le monde. À un moment donné, ils se sont rencontrés et se sont mis à collaborer sur le moteur de recherche. Ils créent leur premier moteur de recherche avec du matériel acheté d'occasion ou emprunté à l'université. Et quand l'argent vient à manquer, ils trouvent des solutions adaptées à leurs moyens limités. Larry s'est rendu compte qu'il était plus avantageux d'acheter des disques individuels sans boîtier. Et ils ont pu construire un ordinateur avec une capacité de stockage supérieure pour le même prix. Après avoir construit un châssis en Lego, ils concoctent un nouveau moteur de recherche révolutionnaire basé sur un algorithme secret qu'ils nomment Backrub. On voyait tout de suite que le classement des pages était plus pertinent que celui proposé par AltaVista. Au milieu des années 90, AltaVista, comme la plupart des moteurs de recherche, n'analyse que le texte, classant les résultats en fonction du nombre de fois où le mot-clé apparaît. Le moteur de recherche de Larry et de Sergey est plus élaboré. Leur algorithme recense le nombre de liens hypertextes entrants et sortants pour déterminer le rang de classement. Ma première recherche sur Google portait sur le taux de change du dollar canadien. D'emblée, il m'a proposé exactement l'information que je cherchais. Je dois dire que j'étais époustouflé parce que j'avais trouvé ce que je cherchais très rapidement. Ils ont compris qu'en œuvrant dans le cadre universitaire, ils ne disposeraient pas des moyens nécessaires pour mener à bien leur projet. Ils ont donc décidé de partir pour monter leur société et de revenir finir leurs recherches plus tard. Les deux étudiants se préparent à quitter Stanford pour créer leur société et déposent le nom de domaine Google en référence au terme mathématique Google, qui désigne le nombre 10 puissance 100. Entre-temps, ils continuent leurs recherches. Ils ont présenté leurs travaux sur un moteur de recherche et naturellement, j'ai voulu y participer. Google embauche son premier employé, Craig Silverstein, un autre candidat au doctorat. Nous étions 3 au départ et nous sommes restés à 3 pendant un bon moment. Nous tenions à garder une bonne ambiance de travail. Nous avons même refusé des candidats qui avaient toutes les compétences requises parce qu'ils n'avaient pas le bon esprit. Comme nombre de jeunes chercheurs dans la Silicon Valley, les 3 compères installent leur siège social dans un garage. La société ne tarde pas à décoller. J'ai rejoint la société en janvier 1999, quelques mois après sa création. Nous étions 4 en comptant Larry et Sergey.
Il louait la moitié de la maison au propriétaire qui y habitait et qui est devenu vice-président de Google. Les ordinateurs étaient installés dans les chambres. Il y avait aussi un garage avec une imprimante et une table de ping-pong. Mais on ne travaillait pas que dans le garage. On travaillait dans le garage. J'y tenais. Ça arrivait peut-être un jour par mois ou tous les 2 mois, mais je faisais en sorte qu'on y travaille régulièrement. Je voulais pouvoir dire qu'on avait démarré dans un garage. Et je confirme qu'on a bien commencé dans un garage qui était attenant à une maison. Lorsque le garage devient trop petit, Google loue des bureaux dans le centre de Palo Alto. Nous étions à Palo Alto où il y avait plein de restaurants. Mon objectif était de tester un nouveau restaurant chaque soir. On sortait dîner et même déjeuner tous les jours. La société continue de croître et déménage à Mountain View. Là-bas, les restaurants sont moins nombreux. Larry et Sergey décident alors, par souci d'efficacité et d'économie, d'embaucher un cuisinier. Leur choix se porte sur l'ex-cuistot du groupe The Grateful Dead. Ils m'ont proposé d'acheter des actions. J'étais sceptique, alors j'en ai parlé à mon père. Je lui ai dit, « Papa, ces gars veulent me vendre des actions alors que leur société n'est pas cotée. » Il m'a dit, « C'est une arnaque, ne les crois pas, ne leur donne rien. » Comparée à la page d'accueil des autres sites de recherche, celle de Google est sobre et efficace, dépourvue de bandeaux publicitaires et de pop-up. Le moteur de recherche connaît une croissance exponentielle en termes d'utilisateurs, mais ne rapporte toujours pas d'argent. Et Larry et Sergey n'ont pas de plan de développement pour rentabiliser Google. Les fondateurs ont longtemps refusé de se lancer dans l'activité publicitaire. Mais la donne a changé quand on a eu l'idée de ne proposer que des publicités uniquement composées de texte, sans images ni animation gênante. Google se met alors à proposer des liens commerciaux discrets, en rapport avec la recherche effectuée. Puis, en octobre 2000, il se lance dans la publicité en ligne. L'opération s'avère très vite fructueuse, et les investisseurs en capital risque de la société font pression sur les fondateurs pour qu'ils placent un homme expérimenté à la tête de Google. Larry et Sergey font appel à Eric Schmidt, un vieux routier du monde de l'informatique. En effet, avant de diriger l'éditeur de logiciels Novell, il était cadre supérieur de Sun Microsystems. Mais c'est avant tout son double profil d'ingénieur informaticien et de gestionnaire hors pair qui est son principal atout. Google part du principe que la créativité émane d'individus travaillant dans l'entreprise qui ont souvent une bonne idée, mais n'ont pas le temps de la creuser. Nous avons donc inventé la règle des 20%, qui incite tous les ingénieurs et développeurs de la société à dédier 20% de leur temps de travail à des recherches personnelles qui ne leur sont pas imposées. Paul Buchheit, l'inventeur de la devise de Google, est aussi l'ingénieur de génie qui a développé en un seul jour Gmail, un service de messagerie interne de Google. Il y avait des tas d'arguments contre Gmail, notamment celui qu'un email ne rapporte pas d'argent. Mais on avait déjà parlé de faire de la publicité ciblée. Par exemple, si vous recevez un mail à propos de sport d'hiver, vous recevrez une publicité pour du matériel de ski ou des gants. Il décide alors de concevoir un programme qui analyse le contenu des messages personnels pour afficher des publicités s'y rapportant. Le lendemain, tout le monde était surexcité, mais pas toujours dans le bon sens. Certains pensaient que c'était une très mauvaise idée. Toutes les réunions pendant un an portaient sur les mêmes questions. Quels critères choisir? Quelle portée aurait la publicité? Finalement, nous avons décidé de tenter le coup. Et quand nous avons sorti le Gmail le 1er avril, tout le monde a cru à une farce. En 2004, les publicités ciblées font leur apparition dans Gmail. Grâce à cette nouvelle activité, Google se transforme en une usine publicitaire ultra lucrative. À propos de publicité, l'introduction en bourse de Google a été la plus médiatisée de tous les temps.
Google annonce son entrée en bourse et est amené à publier ses résultats financiers qu'il tenait jusqu'alors secrets. Ceux-ci se révèlent largement bénéficiaires. La nouvelle prend les observateurs du marché au dépourvu et les actions de Google sont très convoitées. Le 19 août 2004, jour de l'introduction en bourse de Google, voit naître des centaines de millionnaires. Les investisseurs de la première heure et les premiers salariés de Google peuvent se targuer d'avoir trouvé le bon filon. Pour un salarié motivé par l'argent, l'entrée en bourse marque un tournant, comme toute action de sauvetage, de rachat ou offre publique. Ça bouleverse votre vie car vous avez réussi. Je ne me plains pas, je suis à l'aise. La plupart des gens me considèrent comme riche. Je pense que je le suis. Pour Larry et Sergey, tout baigne. En seulement 6 ans, ils sont devenus milliardaires en faisant de Google l'un des meilleurs moteurs de recherche d'Internet. Le verbe googler fait son apparition dans les dictionnaires et l'outil technologique Google entre dans la culture populaire. La société, perçue comme un paradis pour technophiles et étudiants, reçoit plus d'1 million de candidatures par an. Quand je suis arrivé chez Google, j'ai senti que tout le monde savait ce qu'il faisait et était plus compétent que moi. Mais que faut-il au juste pour décrocher un poste chez Google ? Le Googleplex, surnom donné au siège, est spécialement conçu pour que chaque employé s'y sente à l'aise et puisse être productif. On y trouve une cantine gratuite, un service de massage subventionné, une laverie en libre-service, ainsi qu'un salon de coiffure mobile. La bonne idée qu'ont eu Larry et Sergey, qui sont par ailleurs des garçons très intelligents et brillants, c'est qu'ils ont fait en sorte de s'entourer des meilleurs éléments qu'ils ont pu trouver. La société reçoit plus d'1 million de candidatures par an. Mais pour rejoindre les 20 000 salariés de Google répartis dans le monde, il faut d'abord passer une série de tests et d'entretiens éreintants. Rajan Seth, un autre doctorant de Stanford, a travaillé pour plusieurs sociétés high-tech avant de contacter Google. J'ai dû passer entre 10 et 15 entretiens. Puis j'ai eu un dernier entretien avec Larry. Donc j'ai été reçu par Larry Page en personne dans son bureau. Et il m'a posé une série de questions difficiles. Et je ne sais pas ce qui a fait la différence, mais j'ai dû lui faire bonne impression puisqu'ils m'ont retenu. Après le poste d'ingénieur informaticien, la situation la plus prisée chez Google est celle de chef de produit junior. Si Google a commencé à recruter des jeunes diplômés à des postes de chef de produit junior, comme celui que j'ai occupé, c'est pour façonner les futurs chefs de produit comme moi à l'esprit de l'entreprise. Ce sont généralement de jeunes diplômés brillants à qui l'on confie d'énormes responsabilités très tôt dans leur carrière. Ce n'est pas une priorité dans l'immédiat. Ça ne remplacera pas la page de démarrage tout de suite. Parmi les dernières recrues figure le jeune Canadien Jeff Harris. J'occupe actuellement le poste de chef de produit junior, qui requiert des compétences techniques, mais ne consiste pas à faire de la programmation. Ma tâche est de dialoguer avec les ingénieurs chargés de la programmation pour m'assurer qu'ils travaillent tous dans la même direction. Je viens d'avoir 22 ans. Ce qui m'a le plus surpris en arrivant chez Google, c'est sa politique de transparence. Je n'ai qu'à consulter le site interne pour connaître tous les projets en cours. C'est très pratique au niveau de l'organisation. Google pratique peut-être la transparence en interne. Mais comme toutes les sociétés high-tech de la Silicon Valley, elle surveille de près ce qui pourrait filtrer à l'extérieur, que ce soit des lignes de code sur les écrans d'ordinateur ou des griffonnages sur les nombreux tableaux blancs muraux. S'il y a des tableaux blancs sur tous les murs,
C'est parce que nous pensons qu'il stimule la créativité. On peut dessiner des schémas, exposer des idées et travailler avec d'autres gens. Et le SDC ici. Est-ce qu'il est possible de programmer la sortie en même temps? Souvent, les gens sortent leur téléphone et prennent une photo du tableau pour l'envoyer à leurs collègues. Ces clichés sont intégrés au compte-rendu des réunions. Si les tableaux blancs et les coins repas ne manquent pas dans les locaux, il n'en va pas de même pour le papier, totalement absent du paysage. Nous travaillons sans support papier ici. Chez Google, tous les salariés sont équipés d'un ordinateur portable qu'ils apportent aux réunions. Ça leur permet de prendre des notes et de les partager en direct avec les collègues. Toujours à l'affût des dernières tendances et innovations dans un grand nombre de domaines, Google mise aussi sur la veille technologique. Bien sûr, tout n'est pas inventé chez Google. Nous avons des équipes qui cherchent des technologies intéressantes créées par des petites sociétés que nous pouvons racheter pour les intégrer dans notre structure. Disposant de suffisamment de liquidités et d'actions, Google a pu se permettre de racheter les sociétés qui l'intéressaient. C'est ainsi que YouTube est devenu un produit Google, tout comme Google Earth, Picasa et un traitement de texte en ligne appelé Writely. Writely était un traitement de texte en ligne. On allait directement sur le site pour l'utiliser. Google l'a remarqué parce que la presse en a parlé. Google a racheté Writely et embauché ses créateurs pour le perfectionner. Je me sentais comme un petit garçon qui jouait avec des bateaux en papier dans la rivière. Et puis un général d'armée est passé par là et a dit « C'est bien, petit. Voici des plaques en acier et une armée de soudeurs. Construis-moi une flotte de cuirassés. » Writely est ainsi devenu Google Docs, un traitement de texte qui permet de travailler en ligne et de sauvegarder les données sur les serveurs de Google. C'est vrai que c'est étrange. Je fais figure de vétéran à 42 ans. Enfin, je ne suis pas si vieux, mais il y a 90% de jeunes ici. C'est comme ça, il y a beaucoup de jeunes informaticiens. Ça ne me dérange pas, je trouve ça plutôt intéressant. On arrive tous à un point dans sa carrière où tout semble évident. Je n'ai pas peur du niveau technique, loin de là. Je suis très efficace et prolifique quand je me mets à programmer et ils ont tous peur de moi. Alors ils ne me dérangent pas. Je n'étais pas là à la création, mais je pense que la culture de l'entreprise est basée sur le point de vue de l'informaticien. Vu sous cet angle, l'efficacité doit être la règle chez les informaticiens. Je travaille sur l'ouverture d'un document texte dans Gmail qui donne un message d'erreur. Les équipes se réunissent tous les matins. On reste debout, ça dure 10 minutes. Chacun prend la parole pendant 1 minute, pas plus. Le crayon représente la conque dans Sa Majesté des Mouches. Celui qui tient le crayon a la parole. C'est très efficace. En 5 minutes, on fait le point avec l'équipe. L'équipe de Google Docs a aussi l'occasion de se retrouver lors de sa promenade hebdomadaire. C'est bien de vouloir faire de grandes choses pour changer le monde. C'est ce qui me plaît chez Google. Nous voulons changer le monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'algorithme? Il a tourné pendant 8 heures et le début et la fin ont sauté. C'est pour ça que j'insiste. Oui, je comprends. On a affaire à des millions d'utilisateurs, à d'énormes centres de traitement de données, à de grosses machines. C'est passionnant. La grande aventure informatique a démarré en 1977 dans un garage de la Silicon Valley, lorsque 2 étudiants créent Apple et lancent l'ordinateur personnel. Totalement révolutionnaire, le PC fait son entrée dans les bureaux et les foyers du monde entier et change radicalement la donne. Plus d'un quart de siècle plus tard, l'ordinateur a perdu de son éclat initial et fait désormais partie intégrante de notre vie. Google nourrit le projet ambitieux de rendre les ordinateurs de bureau obsolètes en proposant de transférer un maximum de données sur ses serveurs.
On oublie trop souvent qu'au début déjà, à Stanford, ils étaient imbattables pour ce qui est de réduire les coûts d'assemblage de systèmes informatiques. Et ils continuent à obtenir une grande puissance de calcul à un coût modéré. Depuis sa création, Google a mis un point d'honneur à fabriquer ses serveurs et ses centres de stockage à moindre coût, afin de traiter des milliers de recherches et de connexions. Mais à mesure que la toile se développe, la puissance de calcul nécessaire croît elle aussi. Google crée des centres de traitement de données. Nous utilisons des composants d'ordinateurs et nous construisons des systèmes spécialisés pour gérer le flux d'informations. Google fait tout en grand. Il a accès à une capacité de calcul presque illimitée et il a récolté une énorme quantité de données qui peuvent être utilisées pour faire des tests à très grande échelle. J'étais en train d'échanger des idées avec un collègue sur une application qui par la suite est devenue Google Bookmarks. On a fait nos calculs et on s'est dit, ça représente environ 4 pétaoctets de données. C'est pas si mal. Dire un truc pareil m'aurait choqué avant de travailler chez Google. Je n'imaginais pas pouvoir dire ça un jour. 4 pétaoctets représentent 4 millions de gigaoctets, un chiffre tellement énorme qu'il en devient abstrait. À l'heure où la mémoire augmente en capacité et diminue en prix, Google se lance dans le cloud computing, l'informatique dématérialisée. Le but de l'informatique dématérialisée, c'est de vous permettre de stocker vos données sur un serveur géré par des professionnels. Aujourd'hui, vous sauvegardez tout sur votre ordinateur et en cas de casse ou de perte de données, c'est la catastrophe. Il est préférable de stocker les informations importantes ailleurs pour les protéger et les gérer à distance. Elles restent accessibles à tout moment, sur tout support, où que vous soyez. L'arrivée de la dématérialisation va révolutionner notre façon de communiquer, de travailler, de jouer, bref, de vivre. Les gens se demandent ce qui va arriver aux informations qui les concernent personnellement, comme les relevés bancaires, le dossier médical, etc. Ils n'en auront plus le contrôle. Elles seront quelque part, et il faudra espérer que celui qui les héberge n'en abusera pas. Cette externalisation des données ne risque-t-elle pas d'inciter des gouvernements et des entreprises à accéder à des informations strictement personnelles ? Si toutes les données sont transférées sur des serveurs distants, on peut se demander où se trouvent les centres de données. L'un d'eux est niché au pied des Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord. La région a une longue tradition de fabrication de meubles. Mais dans les années 1990, la concurrence étrangère bon marché a fini par tuer l'économie locale, laissant un surplus de production électrique. Or, entre les serveurs à faire tourner et les quantités d'eau à refroidir pour climatiser les locaux, les centres informatiques sont très gourmands en électricité. La ville de Lenoir avait justement de l'eau et de l'électricité à revendre. Et fin 2005, Google est venu y prospecter dans le plus grand secret. Je pense que Google était très engagé dans la course à la construction des centres informatiques et tenait à opérer le plus discrètement possible afin que ses concurrents n'aient pas vent de ses projets. TJ Rohr, avocat et membre du conseil municipal de Lenoir, a participé aux négociations à huis clos avec Google. Les pourparlers ont eu lieu sous le sceau du secret. Google a été on ne peut plus clair. C'est ça ou rien. Voilà notre proposition, c'est à prendre ou à laisser. Les représentants locaux étaient pressés d'accueillir Google dans leur région sinistrée et sont parvenus à un accord. Ils ont concédé à Google une exonération trentenaire de la taxe foncière et de la taxe locale d'équipement. Cela représentait 165 millions de dollars sur 30 ans.
Ces entrepôts informatiques, estimés à 600 millions de dollars pièce, traitent un flux de données. Ce sont tous ces emails, photos, musique, vidéos, cartes et recherches qui font de Google une gigantesque banque de données. On ignore le nombre exact de centres que Google possède dans le monde. Mais on en recense 36 répartis sur divers continents, tous installés sur la terre ferme. Mais cela pourrait changer. Google a en effet déposé un brevet pour pouvoir installer des centres de données en mer. Implantés sur des sortes de boudins flottants comme celui-ci, ces centres seraient alimentés par l'énergie induite par le mouvement des vagues. L'entreprise espère ainsi réduire les coûts d'entretien et par la même occasion, échapper aux taxes locales. Rien n'est encore fait, mais Google aime avancer vite et toujours avoir une longueur d'avance en matière de technologie de pointe. En Chine, pourtant, Google a pris son temps pour ouvrir une antenne locale. Le nombre d'internautes a littéralement explosé dans ce pays. En 2009, ils ont dépassé l'ensemble de la population américaine. Malheureusement, ce marché en pleine expansion est étroitement surveillé par le gouvernement chinois. Nous avons tardé à venir en Chine à cause de leurs lois sur le contenu. Pour pouvoir ouvrir une antenne en Chine, Google doit accepter de bloquer certains sites sur son moteur de recherche. C'est en effet le gouvernement chinois qui décide de ce qui franchit son pare-feu. La direction de Google Chine est confiée à Kai-Fu Lee. Cet ancien vice-président de Microsoft a déjà dirigé des opérations en Chine et a rejoint en 2005 le club des Nooglers, nom donné aux nouveaux arrivants chez Google. Quand je suis arrivé chez Google, j'ai été ébahi par ce que j'ai vu. C'était un ensemble de choses, autant l'éthique de Google que l'ambiance jeune et joviale de la société. Mon rôle est de faire en sorte que Google Chine ait une culture d'entreprise proche de celle du siège de Mountain View. Il est impossible de l'adopter à l'identique parce que la culture américaine est très différente. Les internautes des deux pays n'ont absolument rien en commun. L'internaute moyen en Chine a 25 ans, alors qu'il en a 42 aux États-Unis. C'est une différence notable et le mode d'utilisation diffère lui aussi. Les internautes chinois, vu leur âge, ont tendance à aimer le divertissement, les jeux, la musique, la vidéo, et font moins de recherches et d'achats en ligne. De la même façon, ils vont sur des sites très fréquentés et animés, et négligent les interfaces utilisateurs simples. Les cybercafés sont assidûment fréquentés par des jeunes qui peuvent ainsi jouer et voir des films à l'insu de leurs parents. Par contre, personne ne se gêne pour télécharger de la musique piratée au vu et au su de tout le monde. Nous avons constaté que la plupart des internautes chinois téléchargent de la musique piratée en passant par d'autres moteurs de recherche. C'est devenu une habitude. Et les utilisateurs pensent que c'est leur droit. Nous avons donc envisagé de créer un service de téléchargement à la carte ou par abonnement. Mais il a fallu se rendre à l'évidence que ça ne marcherait jamais. Un ingénieur et un chef de produit de Google ont utilisé leurs 20% de temps pour créer Google Music, une plateforme de musique en ligne parrainée par de grandes maisons de disques. Nous espérons avoir trouvé un bon compromis qui sera bien accueilli par les internautes et qui sera lucratif pour les maisons de disques et nous. Alors que le gouvernement chinois semble tolérer le piratage de la musique, il est moins indulgent avec Google, qu'il a récemment accusé de diffuser de la pornographie. Google Chine doit se plier aux lois du pays. Quelle qu'elle soit? Nos employés sont des citoyens chinois et doivent respecter les lois, où qu'ils travaillent.
Pour être conforme à ces lois, une recherche Google depuis la Chine incluant des mots-clés tels que Falun Gong, indépendance du Tibet ou place Tiananmen doit afficher des résultats radicalement différents de ceux que l'on obtient ailleurs dans le monde. Google joue le jeu pendant 4 ans. Mais en janvier 2010, Google annonce qu'il entend ne plus censurer les résultats des recherches après avoir subi une cyberattaque provenant de Chine et visant des comptes Gmail de militants pour les droits de l'homme. La Chine campe sur ses positions. Google prévient le gouvernement que si les négociations en vue de faire fonctionner un moteur de recherche non censuré échouent, il cessera toute activité dans le pays. Curieusement, Google n'a pas bronché lorsque le Congrès américain a voté une loi peu après le 11 septembre 2001 octroyant aux agences gouvernementales un droit d'accès illimité aux empreintes numériques des utilisateurs. Ces pouvoirs sont très étendus. Ils comprennent l'accès aux rapports de solvabilité de particuliers, l'accès à leur correspondance électronique, et permettent même d'envoyer une lettre aux sociétés qui hébergent des données en leur demandant de fournir des renseignements sur telle ou telle personne, sans lui en parler, ni en parler à quiconque. On appelle ça une lettre de sécurité nationale. À Washington, Mark Rothenberg, directeur du Centre de recherche sur la vie privée et la protection des libertés, s'inquiète de la migration des données électroniques vers des centres informatiques. Je ne dis pas que le gouvernement ne doive pas accéder à ces informations dans certains cas de figure, car il est parfois vital d'enquêter sur des méfaits ou des agissements criminels. Mais il faut que ce soit cadré, justifié et transparent. Avec l'informatique dématérialisée, le gouvernement pourra plus facilement exercer ce genre de surveillance en secret, sans que les gens sachent que leurs informations personnelles et professionnelles sont consultées. J'ai demandé à des employés de Google de me signaler juste le nombre de demandes de cette sorte qu'ils reçoivent par mois. Je ne voulais pas d'autres informations. Je ne voulais pas savoir de quoi ils retournaient, mais seulement connaître le chiffre. Mais ma demande ne leur a pas plu, et ils ont refusé aussi sec. Numérisant tout sur son passage, Google continue de se développer et de rallier de nouveaux utilisateurs. La ville de Washington a ainsi abandonné Microsoft Office pour adopter une série d'applications Google. C'est la promesse d'un système moins cher, plus sécurisé et plus interactif qui a séduit la ville. La notion de confiance est primordiale pour notre image. Si Google abusait de cette confiance, la presse nous éreinterait, les gens arrêteraient d'utiliser nos services et nos revenus chuteraient. Ce serait une catastrophe pour nous et pour eux. Nous prenons cela très au sérieux. Certains se méfient de nos intentions altruistes de faire des produits qui facilitent la vie. Ils s'imaginent que nous essayons de contrôler le monde ou je ne sais quoi. Mais en fait, nous sommes des universitaires et nous ne pensons pas comme ça. Toutefois, Google voit d'un mauvais œil l'arrivée d'une bande de jeunes requins qui s'apprêtent à bouleverser la recherche sur Internet. Au lieu d'analyser un grand volume de données comme le fait Google, ces nouveaux venus abordent la question sous un angle qui consiste à exploiter les ressources des réseaux sociaux. Je crois que c'est ici que vont se dessiner dans les prochaines années l'Internet et le monde du futur. Parmi les partisans de la recherche communautaire figurent des anciens salariés de Google, prêts à défier leur ancien employeur. Comptant près de 20 000 employés dans le monde, Google commence à perdre certains de ses premiers salariés, désireux de se lancer dans cette nouvelle aventure. Plusieurs d'entre eux ont monté une start-up dans un quartier populaire de San Francisco. Avec leur société Aardvark, ils espèrent dépasser Google en donnant une nouvelle dimension à la recherche d'informations. C'est de la recherche sociale. Elle consiste à chercher le bon interlocuteur pour un sujet donné.
Ce n'est pas pour connaître sa vie, mais pour interagir avec lui, parce qu'il peut vous aider dans votre recherche. On ne trouve pas tout sur une page web, mais quelqu'un peut forcément vous renseigner. Et nous avons tous un réseau social. Aardvark est un outil qui permet de le mettre à profit. Une autre start-up s'est implantée un peu plus loin, dans une zone industrielle de la Silicon Valley. Elle compte parmi ses effectifs une brochette d'anciens Googleurs, dont Paul Buchheit, l'inventeur de la fameuse devise de Google « Ne soyez pas malveillants ». Leur petite société, FriendFeed, développe un nouvel outil de réseau social qui partage et suit le fil de tout ce que vos amis écoutent, lisent et écrivent sur le web. Nous ignorons quelle sera la prochaine étape. Mais c'est justement le côté excitant d'une start-up. Une grande société peut facilement se projeter dans un an. Une start-up en est incapable. L'an prochain pourrait se solder par la consécration ou l'échec. Bien qu'il ait envisagé d'acquérir FriendFeed, Google se fait doubler par le poids lourd des réseaux sociaux, Facebook, qui rachète la start-up dans sa deuxième année pour 50 millions de dollars. Fondé par un étudiant de Harvard en 2004, Facebook connaît une croissance fulgurante qui fait de l'ombre à Google et attire un grand nombre de ses anciens employés. Le fait que j'ai quitté Google pour venir chez Facebook démontre à quel point je crois en l'importance de la mission de Facebook. Facebook et Twitter sont deux réseaux sociaux en vogue qui ont compris que le partage d'informations s'assimile à une forme de recherche qui n'a rien à voir avec les algorithmes froids et calculateurs de Google. Pour la plupart des gens, le monde est basé sur les relations humaines, sur la communication, et dans ce domaine, Facebook représente la prochaine étape de l'évolution d'un point de vue technologique. Google a fait son entrée sur le marché des réseaux sociaux avec le site Orkut. Très populaire en Inde et en Amérique du Sud, il n'a cependant pas décollé en Europe ni aux États-Unis. Google n'a pas misé sur les réseaux sociaux parce que c'est contraire à l'esprit des fondateurs. Ces informaticiens se soucient peu des bavardages entre amis. Leur priorité est d'accéder à l'information scientifique. Ils ont toujours pensé que ce n'était pas intéressant et que c'était une perte de temps. Mais face au succès de Facebook et Twitter, ils ont dit « Nous aussi, on peut intégrer des fonctionnalités de type Twitter et Facebook dans Gmail. Nous avons Orkut. » Mais le cœur n'y est pas. Ce n'est pas le but de l'entreprise. Elle s'intéresse à l'information. Google croit sincèrement que les données vont s'avérer très utiles pour notre société. L'entreprise pense pouvoir trouver le moyen d'exploiter ces données pour nous faciliter la vie et nous aider dans nos choix. Elle en est persuadée. Prenez les épidémies de grippe, par exemple. Google pense qu'en recensant les recherches individuelles sur la toux ou d'autres symptômes, elle pourra détecter la grippe, faire des interventions ciblées et sauver des vies. À l'occasion de l'entrée en bourse de Google, Larry et Sergey ont publié une lettre dans laquelle ils expliquaient leur philosophie. Google n'est pas une entreprise conventionnelle et nous n'avons pas l'intention qu'elle le devienne. Sa mission d'organiser les informations à l'échelle mondiale et de les rendre accessibles à tous pousse Google à aller toujours plus loin. Qu'il photographie les rues, numérise les livres, transforme les téléphones portables en portail Internet ou crée le plus grand entrepôt de vidéos du monde, Google est un véritable phénomène technologique. Mais son avenir dépend d'une notion plus empirique. La confiance. L'assurance que Google protégera nos données des pirates et des autorités, qu'il ne détournera pas nos informations personnelles et avant tout, qu'il restera fidèle à sa devise. Ne soyez pas malveillants. If I
there'd be happiness that no man could end.